Salut, c'est Alexis et vous écoutez le podcast de Contournement sur les technologies no-code. Épisode après épisode, on part à la rencontre des personnes les plus intéressantes de cet écosystème en plein essor. Cette semaine, on repart explorer le monde des ops avec Lorraine Vatrelot, qui est responsable des opérations chez Granit, une startup qui propose une solution de suivi financier pour le BTP. On évoque ensemble son parcours, ce qu'elle fait chez Granit et évidemment les outils no-code qu'elle utilise. Vous verrez qu'encore une fois, son apport est décisif à l'activité de l'entreprise et en particulier à son service client. C'est assez différent de ce qu'on a vu dans les épisodes précédents, mais toujours super intéressant. Allez, c'est parti. Salut Lorraine, bienvenue sur le podcast de Contournement. Tu t'occupes des ops dans une startup qui s'appelle Granit, qui propose une solution de gestion dans le BTP. Alors je ne vais pas dire plus que ça, je te laisserai expliquer plus précisément, parce que ce sera plus simple que moi, ma compréhension de ce que j'ai lu sur votre site. Donc tu vas nous raconter un peu toutes les problématiques auxquelles tu t'attaques dans le cadre de ton poste, et puis aussi les solutions que tu apportes. Je sais déjà qu'il y a beaucoup de no-code dedans, parce que tu es une membre active de la communauté No-Code France, et puis on a l'occasion de se croiser à quelques apéros. Donc voilà, on va parler de tout ça, plus en détail, surtout pour pouvoir partager un petit peu cette expérience. Pour commencer, ce que je te propose, c'est de te présenter. Salut Alex, merci pour l'invitation. Donc moi, je m'appelle Lorraine, j'ai 25 ans. Je suis effectivement chez Granit. Donc Granit, c'est une start-up, on fait une application web, un SaaS B2B. Tu m'as dit de ne pas utiliser des mots trop techniques, mais donc c'est une application web à destination des entreprises du BTP. Donc c'est tous ces gens qui construisent nos villes, qui rénovent nos maisons. Aujourd'hui, une grosse problématique qu'ils ont, c'est le suivi administratif et financier de leurs chantiers, de leurs factures, de leurs devis. Ils font tout dans Excel, ce qui est une grosse source d'erreurs. Ils ont plein de problématiques de collaboration, de génération des documents, de suivi. Et donc Granit les aide justement à générer des devis, générer des factures et assurer tout le suivi et la collaboration sur leur chantier. Et donc moi, chez Granit, je suis Operations Manager. Donc je gère l'équipe opération. On pourra reparler un peu éventuellement de ce que ça veut dire chez nous, chez Granit, les opérations, mais globalement, je touche à tout ce qui concerne les clients. Mon objectif, c'est qu'ils soient satisfaits, qu'ils restent satisfaits avec la solution. Donc, c'est à moi de m'assurer qu'ils soient bien formés, qu'ils aient accès à toutes les données qu'il faut dans l'application et voilà, qu'ils restent satisfaits de Granit. Ok, écoute, on va carrément en reparler, ça va être vraiment, je pense, un peu le focus un petit peu de cet épisode. Juste pour comprendre un peu ton parcours, déjà, qu'est-ce que tu as fait comme études, qu'est-ce qui t'a mené à ce poste ? Alors, j'ai une formation d'ingénieur, j'ai fait l'école centrale à Nantes. Qu'est-ce qui m'a amené là, un peu un concours de circonstances, j'ai envie de dire, mais j'ai toujours aimé la tech, je me suis toujours intéressée à ce secteur-là. À l'école, j'avais une spécialisation qui s'appelait ville numérique, donc vraiment centrée justement sur le bâtiment, sur l'urbanisme et les outils numériques qu'on peut mettre en face des problématiques de ce secteur-là. Il faut savoir que le bâtiment, c'est l'avant-dernier de la classe en termes de numérique. Derrière, il y a chasse et pêche, agriculture. Okay. Donc ça te donne une idée du défi qu'on a en face de nous. Voilà, donc en sortant d'école, je cherchais ma place dans ce secteur-là et je suis tombée sur Granit qui du coup venait de se lancer. Ils avaient 6 mois d'existence, ils venaient de sortir le produit. Et on avait 3 clients quand je suis arrivée, donc justement, ils cherchaient quelqu'un pour accompagner ces 3 clients et tous ceux qui ont suivi et qui vont suivre. Ok, c'est intéressant parce que finalement, en fait, c'est pas le métier vraiment qui t'a amené là, mais le domaine de la boîte, quoi. Ce côté bâtiment, etc., quoi. Le croisement en fait du numérique et du bâtiment, quoi. Exactement. En fait, à la base, je m'intéressais surtout à la partie tech, à la partie produit. Comment est-ce qu'on conçoit des applications ? Comment est-ce qu'on fait pour écouter le besoin des utilisateurs, mettre en face des solutions numériques qui répondent à ces besoins. J'ai fait un stage à la SNCF, justement sur cette thématique-là. Et à la SNCF, c'était dans une agence qui, justement, pilotait des travaux et cherchait à s'équiper pour mieux gérer leurs travaux et leur suivi administratif des chantiers. Et donc, j'étais initialement intéressée par la partie tech et produit. C'est ça qui m'a fait mettre un pied dans une agence qui faisait du BTP. Et en fait, j'ai poursuivi mon chemin dans ce secteur-là. Ok.
dans le cadre de tes études, est-ce que tu as fait un peu de code? Enfin, quel est ton niveau, on va dire, un peu de familiarité avec tout ça? Ouais, c'est une très bonne question parce qu'effectivement, dans la communauté no-code, on a tous des niveaux de compétences en code très, très variés. Moi, j'ai vraiment un niveau assez basique. On fait un petit peu de code en prépa. Enfin, c'est plutôt de l'algorithmie, de la logique. En école aussi, un petit peu. On avait fait du C, il me semble. Mais j'ai jamais été vraiment plus loin que ça. J'ai toujours aimé coder. J'ai toujours aimé surtout la logique et l'algorithmie. Mais pour autant, j'ai pas fait d'option informatique. J'ai jamais vraiment été à fond sur ce sujet-là. Peut-être qu'on y reviendra un peu plus tard, mais du coup, je sais que tu fais pas mal d'intégromates, par exemple. Exactement. Est-ce que déjà, comme ça, là, tu vois, t'as l'impression que un peu ce background, il t'aide? Est-ce que... C'est clair que pour un outil comme Integromat, c'est bien d'avoir une appétence technique en code, d'avoir juste des notions de base de logique d'algorithmie, parce que certes, c'est un outil qui est très visuel, c'est du glisser-déposer, tout est très visuel, on voit l'information qui circule d'un module à l'autre, et pour autant, si on n'a pas cette logique d'algorithmie, de dire en fait pour résoudre mon problème, je vais le découper en plein de petites fonctions, en plein de petites étapes, et puis il faut que j'ai telle information d'entrée et telle information de sortie qui soit à tel format pour être bien traité par mes modules Integromat. Si t'as pas cette logique là, c'est clair que la barrière à l'entrée d'Integromat va être beaucoup plus élevée. Donc je suis pour que les outils no-code s'adressent à vraiment monsieur et madame tout le monde. Pour autant, je pense que des outils comme Integromat demandent une certaine appétence technique avant de les attaquer. Après, ce qui est intéressant, si on regarde un peu l'autre côté, c'est que du coup, je pense que ces outils-là permettent aussi, pour les gens qui n'ont pas ce background, d'acquérir ces compétences aussi potentiellement. Mais par contre, comme tu dis, ça va être plus difficile à entrer. Après, d'où l'intérêt éventuellement de formation, etc. quoi. Mais... C'est ça, je pense que si tu n'as pas cette formation un peu ingénieur ou tu as fait un peu de code, tu vas avoir besoin de formation et là tu vas être capable de faire des choses géniales. Alors que l'avantage d'avoir ce parcours-là, c'est que tu peux être complètement autonome dans la prise en main des outils parce que tu as la logique, parce que tu as appris à aller chercher l'information là où elle est. Donc je pense que ça aide, mais que c'est pas non plus indispensable pour te faire ta place dans le no-code. Non, mais c'est intéressant parce que j'ai déjà eu cette discussion des fois dans des lives avec Lucien, par exemple, de chez Allegria, où ils cherchent des profils quand ils veulent recruter, plutôt qu'ils sortent d'école d'ingénieurs, etc. Et c'est vrai parce qu'ils savent que ça leur gagne ce temps, comme tu dis, de formation aussi, parce qu'il y a déjà des prérequis, on va dire, qui sont là de par les études pour se mettre aux outils plus rapidement, quoi. Donc c'est assez intéressant. Après, ça pose la question un peu de qu'est-ce qu'on fait justement des gens qui n'ont pas fait ces études et comment est-ce qu'on peut les amener aussi là-dedans. Mais bon, c'est un autre sujet. Et du point de vue d'une agence ou d'une boîte, bon, quand tu recrutes, tu peux pas toujours t'offrir le luxe de former les gens et tu as besoin de gens qui vont être opérationnels plus vite, quoi. C'est ça. Je pense aussi, tu vois, moi je suis dans une start-up, on démarre, ça fait 1 an et demi que je suis là, on est encore assez petit. Là, effectivement, on n'a pas ce luxe d'aller former les gens qui n'ont pas les compétences encore dont on a besoin. Après, je pense que quand tu es une boîte plus grosse, là, tu vas pouvoir davantage... En fait, tu vas davantage chercher à diversifier les profils dans ta boîte, justement pour aller chercher des compétences que tu n'as pas forcément en interne, mais tu vas aussi être prêt à faire cet investissement de formation au début sur des sujets techniques pour des profils plus commerciaux, par exemple. Oui, non, carrément, ouais. Enfin, après, toutes les boîtes ne le font pas, malheureusement, mais je suis d'accord avec toi que tu peux commencer à avoir un petit peu ce luxe quand tu es plus gros. Et par contre, moi, je pense que c'est très important de diversifier les profils, effectivement, même pour le bien de l'entreprise à différents niveaux, quoi. Enfin, c'est ça. Bon, ça c'est un vaste sujet, pour en reparler évidemment. Si on revient un peu plus sur Granit, donc tu nous as expliqué bien, c'est assez clair. C'est marrant d'ailleurs parce que quand je regardais, je suis tombé sur un article de TechCrunch qui parlait de vous. Et c'est marrant parce qu'en fait, je me suis dit que c'est dans une certaine mesure, c'est un petit peu un outil no-code, quoi. C'est-à-dire ce côté de, tu vois, proposer une abstraction au-dessus par rapport à Excel. Enfin, en fait, j'étais frappé. Là, je tire un peu le truc, hein, mais je trouvais ça marrant qu'il y avait beaucoup de références à Excel en fait dans l'article. Et c'était un peu genre, les boîtes, elles utilisent beaucoup Excel. On leur propose un outil. Bon, c'est un peu le principe de tous les outils SaaS. Mais tu vois, ce côté très... on prend une verticale, comme on dit beaucoup dans le milieu des startups, un sujet précis, le BTP par exemple, et on va faire un outil qui est parfaitement adapté. Là où avant,
les gens utilisaient Excel, quoi. Et je pense que, tu vois, moi j'ai toujours une tentation de me dire des fois, est-ce qu'on pourrait pas faire ce que vous faites, par exemple, ce que fait Granite avec Airtable, quoi. Tu vois. C'est clair. Je vois bien l'article dont tu parles. Justement, l'idée, c'est de se dire, est-ce que utiliser Excel, c'est pas une fausse bonne idée? Parce que Excel, c'est génial, c'est hyper flexible, tu peux faire toutes les formules que tu veux, mais tu peux aussi faire toutes les erreurs que tu veux et ne pas t'en rendre compte et avoir toutes les galères qui s'en suivent. Je suis pas tout à fait d'accord avec le fait que Granite serait un outil no-code, même si je vois bien ce que tu veux dire. Pour moi, les outils no-code, ils ont vocation à être très personnalisables. En gros, on te met les outils dans la main et c'est toi qui vas en faire ce que tu veux. Là où justement le fait de s'adresser à une verticale, un secteur en particulier, en fait, tu t'éloignes du no-code parce que tu dis je vais vraiment prendre les problématiques de ce secteur-là et apporter des solutions très spécifiques à ces problématiques-là. Où du coup, c'est plus vraiment du no-code où tu vas justement... Enfin, je suis d'accord... dans Airtable, tu pourrais refaire un Granite pour une entreprise. Par contre, dans Airtable, tu serais incapable de faire un Granite pour, qui marche pour 100 entreprises différentes, quoi. Et c'est là que le fait de faire un outil pour un secteur, pour des problématiques bien précises, c'est là que du coup tu t'éparpilles pas dans plein de sujets différents, tu t'apportes des réponses hyper précises. La raison pour laquelle on fait la verticale BTP, c'est qu'en fait il y a plein de règles, plein de lois qui sont hyper spécifiques au BTP, qui fait que tous les logiciels généralistes de facturation ne peuvent pas répondre aux besoins du BTP. En fait, ils ne peuvent pas faire leur facture avec un logiciel généraliste. Et du coup... Enfin, oui, je suis pas tout à fait d'accord avec toi sur le côté no-code. Non, mais après, je disais ça un peu pour... c'était le côté, comme Excel était beaucoup mentionné, tu vois, cette espèce de passer de Excel à un outil spécialisé. Ça m'a fait un peu penser à ça, mais je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, hein, tu vois. Mais c'est intéressant parce que, tu vois, en disant ça, on s'en exprès, ça provoque un peu, je trouve que tu as donné une définition très juste, tu vois, de ce que peut être un outil no-code. Et aussi, du coup, c'est une réaction intéressante par rapport à, je trouve, beaucoup de choses qui se brandent no-code maintenant, ce qui n'est pas du tout votre cas, hein, pour qu'il n'y ait pas de confusion là-dessus. Mais, tu vois, j'ai déjà vu des outils qui ont une approche similaire à, tu vois, ce que vous faites. Donc, qui sont un outil, quoi, finalement, tu vois, un outil qui adresse un problème, et qui se brandent no-code, tu vois. Parce qu'en fait, ça devient un truc un peu marketing, alors qu'en fait, c'est tellement... tu vois, c'est un peu là, par exemple, les CRM. Il y a des CRM qui commencent à dire on a un CRM no code, tu vois. Mais en fait, c'est un CRM, de toute façon, ça n'a jamais été codé, quoi. Enfin, tu vois, c'est un truc, c'est une application très particulière, même si c'est un peu généraliste, mais ça n'offre pas du tout cette flexibilité, quoi. Donc, bon. Mais c'est vrai que ça peut devenir un critère de choix pour des gens comme toi et moi qui aiment automatiser leur process. Moi, je sais que quand je choisis un nouvel outil... quand je cherche un nouvel outil, que je fais un benchmark, le fait que ça s'interface bien avec d'autres outils et que ça puisse se connecter facilement est un critère. Donc je comprends aussi que ça devienne un argumentaire marketing. Ouais, non, c'est clair, mais il y a plein de niveaux là-dessus, effectivement. Le fait, pour moi, de bien s'intégrer avec des outils no-code, par contre, c'est une position différente. Tu vois, par exemple, Conto, c'est pas une banque no-code, tu vois. Par contre, ils ont fait un effort de s'intégrer avec Zapier, de s'intégrer avec Integromat, etc., qui font que ils ont, je pense, une bonne approche par rapport à ça, quoi. Exactement. Nous, on se situerait beaucoup plus comme un acteur comme Conto, où on a envie d'aller s'interfacer plus tard avec tous ces outils-là. Ouais, non, mais c'est très intéressant. Non, mais c'est... J'aime bien des fois exagérer un peu à un point, ça nous permet de... Mais là où tu as raison, c'est qu'on rencontre les mêmes challenges qu'on peut avoir en no-code d'évangélisation, par exemple. Comme je te disais, c'est le BTP, c'est l'avant-dernier de la classe du numérique. On a un vrai enjeu de leur faire comprendre pourquoi en fait Excel est une source d'erreur, est une source de perte de temps pour eux, et pourquoi ça vaut le coup d'aller investir dans un outil et d'accepter les restrictions de cet outil pour gagner du temps et pour gagner en professionnalisme dans la manière dont ils gèrent leur chantier. Ouais, et vous avez l'argument de dire que c'est du coup vous connaissez leur métier, contrairement si je me place d'un point de vue, je sais pas, d'un consultant Airtable par exemple qui irait voir une entreprise qui pourrait être une de vos clientes et qui dirait moi je peux vous mettre en place tout ce qu'il faut sur Airtable plus Zapier plus machin. Vous avez l'avantage de dire non, c'est un outil, c'est qui fait déjà, on connaît déjà votre métier. Exactement. Et voilà, on vous propose. Donc non, mais c'est intéressant parce qu'en fait c'est la flexibilité, etc., qu'on apprécie tous dans les outils no code. Elle a aussi des limites. On revient toujours à ce truc, il faut pas réinventer la roue tout le temps non plus, quoi. C'est une bonne. Je pense que c'est un bon truc à partager avec les no-codeurs, les no-codeuses. Des fois, il y a des gens, on est très passionnés tous, et on a toujours un peu cette tendance des fois à refaire des trucs
des fois aussi pour économiser 5 euros, tu vois. Alors qu'en fait, des fois, il vaut mieux payer un truc qui fait déjà sur l'étagère et qui a certes moins de flexibilité, mais enfin, bon, c'est très intéressant, mais c'est toujours un peu cette notion entre les outils vraiment spécifiques et puis les outils plus flexibles, quoi. Est-ce que, bah, du coup, alors, moi, je veux bien que tu me donnes, je trouve ça intéressant que tu me donnes un peu toi ta définition des opérations. Des ops, tu vois, on va dire. On va parler de... Ok. J'aurais du mal à te définir les opérations de manière générale. Non, mais dans votre cadre, tu vois, enfin, voilà. Un peu vu, toi, par ton métier, quoi. Alors, pour moi, les opérations, le but ultime des opérations, c'est d'avoir des clients qui peuvent utiliser la solution et qui en sont satisfaits. Ça, c'est vraiment haut niveau. Et en fait, je vois ça un peu comme une pyramide de Maslow, tu sais, la pyramide de la satisfaction, où globalement, tu as un niveau 0 qui est, en fait, il faut que les utilisateurs puissent utiliser ta solution. Donc, qu'ils aient des comptes, qu'ils aient une interface pour leur entreprise, qu'ils aient leurs données dans l'application, tout ce qu'on appelle un peu l'onboarding client. Ça, c'est vraiment le niveau 0. Après, tu vas avoir le niveau suivant où, en fait, tu veux qu'ils soient formés, qu'ils sachent bien utiliser ta solution. Donc, qu'est-ce que tu mets en place ? Est-ce que tu mets en place des formations en visio ? Est-ce que tu mets en place des webinars ? Comment tu fais pour avoir une FAQ qui est toujours bien à jour ? Et après, tu vas avoir les niveaux suivants où il faut que, au fil du temps, ils continuent d'être satisfaits, ils continuent de pouvoir utiliser ta solution. Donc, tu vas avoir le côté réactif avec le support, répondre au support, répondre à leurs demandes, faire remonter les bugs, faire remonter les besoins à l'équipe produit. Tu vas avoir un côté proactif aussi où tu vas... nous, chaque mois, on essaye d'appeler tous nos clients en disant est-ce que ça va, est-ce que ça fonctionne bien pour toi, est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait mettre en place pour que ça marche encore mieux. Puis après, tu as le niveau ultime du client. Il est arrivé, il a pris ta solution, il avait sûrement des objectifs. Comment tu t'assures qu'il atteigne ses objectifs, comment tu fais l'extra mile pour avoir l'effet waouh, quoi, et qui trouve que ta solution, elle est géniale, pour avoir un service client qui déchire. Donc, chez nous, en tout cas, chez Granit, les opérations, c'est vraiment toutes ces strates-là. Donc, ça comprend aussi bien l'onboarding des nouveaux clients que tout ce qu'on appelle Customer Success, Customer Support, Account Management. Chez nous, tout ça, c'est géré par une seule équipe, mon équipe Ops, aujourd'hui. C'est intéressant parce que du coup, tu vois, ça montre bien comment les Ops, déjà, sont un sujet extrêmement transverse et qui englobe, en fait, la totalité d'une activité d'une entreprise. Mais vous, c'est très tourné vers l'extérieur, j'ai envie de dire, vers vos clients. Tout à fait. Tu vois, là où, par exemple, et tu vas me dire aussi, peut-être il y a d'autres choses, mais là où quand j'avais enregistré, par exemple, avec Pauline de YouMind, elle, c'était plutôt, le gros, en tout cas, était tourné vers l'intérieur, j'ai envie de dire, vers ses collaborateurs, et tu vois, fluidifier les opérations de ses collaborateurs, des sales, etc., quoi. Peut-être que tu fais aussi des choses par rapport à ça, mais tu vois ce que je veux dire, c'est vraiment ces deux, évidemment, les deux relèvent la même chose, et souvent, il y a un lien, quoi. Il y a clairement un lien. Effectivement, mon métier en lui-même, donc avant de parler de no-code, mon métier est tourné vers l'extérieur. Mon but, c'est vraiment que les clients soient satisfaits. Mais pour que les clients soient satisfaits, il faut qu'en interne, il y ait de l'huile dans les rouages et que ça tourne bien. Nous, notre but, c'est aussi d'être la voix du client dans l'entreprise, parce que c'est nous qui sommes en contact avec eux, mais c'est pas nous qui allons concevoir et développer le produit. Donc il y a aussi cette question de quels sont les process que tu mets en place pour que l'information, elle remonte efficacement aux bonnes personnes. Donc ça, c'est un peu des opérations Bien aussi. Sûr. Et après, je vois bien de quoi tu parles dans l'interview de Pauline, c'est que les autres équipes, elles ont des besoins d'automatisation aussi, et elles ont peut-être moins de compétences dans les équipes ou de gens qui sont suffisamment à l'aise en no-code pour mettre en place des outils. Et là, j'ai envie de dire, pour nous, c'est plus forcément les opérations, parce qu'en fait, chaque équipe est un peu responsable de mettre en place ses process et les automatisations qui vont bien. Pour autant, moi, Lorraine, donc je parle pas en tant que personne de l'équipe opération, mais comme j'ai ces compétences en no-code, je me fais toujours un plaisir de les partager et d'aller aider les autres équipes à mettre en place leurs outils. Mais alors, je pense que ça dépend beaucoup des entreprises. Moi, je vois pas ça comme étant vraiment partie intégrante de mes missions en opération. Si je me souviens bien, quand on avait discuté une fois, ce que j'avais ressenti un peu, c'est que c'était quelque chose qui était déjà dès la fondation en fait de la boîte, même dans les cofondateurs, quelque chose qui fait un peu partie de l'ADN de Granit, quoi, si j'ose dire. C'est-à-dire ce côté automatisé, être productif. Productif, après, c'est un mot, ça a toujours une connotation un peu bizarre, mais tu vois,
Je sais pas, par rapport à ça. Tout à fait. Globalement, comme tu dis, on n'aime pas réinventer la roue. On a des développeurs. Nous, notre cœur d'activité, c'est quand même de développer une application et de rajouter des fonctionnalités et d'aller le plus vite possible pour se faire une place dans un milieu qui est aussi assez concurrentiel. Donc, on va pas aller perdre du temps à refaire des choses là où on pourrait juste mettre en place un outil no-code et que ça roule et qu'on puisse le tester avant éventuellement de le développer si besoin. Donc, par exemple, quand je suis arrivée, il y avait déjà dans l'application des typeforms, donc des formulaires où en fait c'est pas les développeurs qui avaient codé des formulaires, c'était juste un typeform qui était intégré assez joliment à l'application pour que les utilisateurs aient l'impression qu'ils remplissaient des formulaires dans l'application. Donc déjà ils avaient cette logique là de on essaye d'aller vite et d'être intelligent dans la manière dont on emploie nos ressources, et le no-code peut être un moyen justement d'économiser des ressources. Et je suis arrivée, j'étais quasiment la première à arriver après les fondateurs, à un stade où tout était complètement manuel. Donc vraiment, c'était des process. Je me rappelle quand un client nous envoyait, justement, il remplissait un formulaire, il nous envoyait un fichier. On avait 15 étapes de copier l'information, la coller dans un tableau, recopier le résultat, le coller pour le transformer en JSON, le recopier, le recoller. C'était hyper long, hyper laborieux. Et en fait, ils avaient très bien en tête qu'ils cherchaient quelqu'un pour automatiser ça. Ils voulaient pas recruter une petite main qui allait faire des copier-coller à longueur de journée. Ils voulaient vraiment quelqu'un qui soit un peu critique par rapport à ces process-là. Donc déjà, est-ce que toutes les étapes sont pertinentes ou est-ce qu'on peut en chanter certaines ? Et comment est-ce qu'on fait pour automatiser ça ? Donc c'était clairement, ça faisait presque partie du contrat. Moi j'avais un peu de culture sur ces sujets-là no-code, donc je pense que ça a joué aussi dans mon recrutement dans la boîte. Ils se sont dit qu'il y avait plein de choses à faire. Et par ailleurs, eux dans leur boîte précédente avaient pu voir aussi que le no-code ça fonctionne bien, ça permet de faire gagner du temps aux équipes. On a mis en place par exemple les Automation Day, où en fait chaque équipe réfléchit en avance aux problèmes qu'ils ont dans leur quotidien et en disant en fait ça, est-ce qu'on pourrait l'automatiser ? Après on met tout au milieu de la table et puis on s'entraide pour que chacun reparte avec ses automatisations. Donc il y a plein de manières À quelle fréquence vous faites ça ? On n'en a fait qu'un pour l'instant. C'était il y a 3 mois. Donc le premier, on l'a fait au bout de un an et demi d'existence de la boîte, quoi. Au début, c'était un peu chaque équipe qui gérait ses trucs et qui automatisait ce qu'elle voulait. Là, c'est la première fois qu'on prenait vraiment le temps de tout mettre en commun. Ça permet aussi d'aller mettre le nez dans les problèmes des autres équipes et de se rendre service. Et par contre, c'était une vraie réussite, ce premier Automation Day. On a bien l'intention de le reproduire. On n'ira pas le faire tous les mois parce qu'après... t'atteins aussi les limites après automatiser pour automatiser, c'est pas le but. Bien sûr, non, c'est le but, c'est que finalement il y en ait le moins possible aussi au bout d'un moment. Enfin, il doit y avoir une espèce de. Enfin, après ça dépend aussi de la croissance de la société, mais ça justement on va revenir dessus. Mais je trouve ça vraiment intéressant ce que tu dis. Tu vois, ça montre bien il y a différentes manières d'approcher les ops. Il y a peut-être, tu vois, un peu comme justement on l'évoquait il y a un vrai parallèle avec l'épisode avec Pauline du coup, mais où elle est venue en quelque sorte amener ça et aller interviewer les gens des autres équipes, et puisque eux n'avaient pas ces compétences, n'avaient pas ce souci, etc. Ça c'est une manière de faire, ce qui est la manière finalement j'ai envie de dire un peu la plus classique, parce que souvent c'est quelque chose qui vient a posteriori, qui est un peu dommage, parce que tu pars d'un existant qui peut être conséquent, tu dois convaincre des gens qui sont pas forcément familiers, etc. Je pense que tu les convaincs vite parce que tu leur facilites la vie, ou alors plus une approche comme tu dis, qui est plus possible aussi dans une boîte plus jeune où les cofondateurs ont déjà la notion de tout ça, et en fait on essaie d'infuser ça dans toutes les équipes déjà tout de suite, quoi. C'est ça. Et il n'y a pas quelqu'un qui doit venir a posteriori et regarder, bon alors là votre process, comment vous l'avez fait, peut-être à part comme tu disais un petit peu au tout début, ce qui est normal, il y a une partie des choses qui étaient faites à la main, mais bon après quand tu te lances c'est un peu normal, mais ça c'était déjà très tôt finalement dans l'histoire de la boîte, et après à partir de là par contre tout devient automatisé un petit peu, enfin en tout cas l'état d'esprit est là, quoi. C'est ça, ça a toujours du bon de revenir plus tard, d'aller auditer les équipes et de refaire une passe de structuration après coup. Mais ça a vraiment du bon aussi. Par exemple, nous, dans notre onboarding des nouvelles personnes qui arrivent chez Granit,
bon, on le fait pas pour toutes les équipes, mais en tout cas en équipe opération, en équipe produit, on a un petit atelier Integromat, Typeform, quelque chose de très simple, d'aller connecter un formulaire et de faire une notification dans Slack, quoi. On leur demande juste de faire des petites choses, juste pour leur mettre dans la tête, ces outils-là existent. Ils sont pas si difficiles à utiliser. T'as plein de gens en interne qui sont prêts à t'aider si t'as des questions. Et t'as la bénédiction de la boîte pour t'en servir si c'est pertinent. Ça veut pas dire qu'on va te laisser passer une semaine à automatiser un truc qui sert à rien, mais ça veut dire que on a tous ce socle commun d'outils et de compétences. Et je pense que ça joue aussi dans le fait que tout le monde se sente à l'aise à utiliser ces outils-là. C'est bête, hein, mais c'est vrai que le fait de sensibiliser les gens et juste déjà qu'ils sachent que ça existe, déjà ça évite que la personne elle se mette à faire un truc hyper manuel, machin. Au moins elle sait que c'est possible déjà de pas se lancer là-dedans et peut-être même si elle sait pas faire elle-même, d'aller solliciter les gens et dire bon tout de suite ok comment là je dois faire ça, je dois mettre en place ce process, comment je peux l'automatiser quoi. Là tu gagnes du temps quoi, si tu prends le problème déjà en amont, c'est pas mal quoi. C'est ça. Juste pour avoir un ordre d'idée à peu près combien vous êtes de collaborateurs actuellement et peut-être un peu quelle est la vision, tu vois, le recrutement, la croissance. Donc aujourd'hui on est une quinzaine de personnes réparties. Il y a 6 personnes dans l'équipe de développement et après c'est réparti sur l'équipe produit, l'équipe commerciale et l'équipe opération. On a fait une belle levée de fonds avant l'été, donc là on est vraiment en phase de croissance. On va sûrement recruter encore une quinzaine de personnes d'ici la fin de l'année 2022. Donc c'est à peu près notre rythme de croissance en ce moment. Donc voilà, on avance vite et il y a plein de beaux challenges. Et c'est quoi du coup, toi de ton point de vue, un peu les challenges qui sont afférents à ça, à cette croissance, que ce soit sur le côté humain ou aussi du produit, du développement du produit et aussi des clients. Du coup, j'espère que vous avez de plus en plus de clients aussi pour accompagner cette croissance. Tout à fait. Alors moi, ma vraie problématique, c'est la partie client. C'est de dire, OK, aujourd'hui, on est 3 en opération pour une 50aine de clients, c'est facile. Comment on fait pour, avec à peu près autant de personnes, gérer 100, 150 clients, voire beaucoup plus tard il y a des vrais enjeux. D'ailleurs, c'est assez amusant parce que nous, on a on est vraiment concentré sur l'expérience client, l'expérience utilisateur. Donc, on fait en sorte d'avoir un excellent niveau de service client. Et régulièrement, on a des clients qui nous disent « Ah, vous êtes super, on aime bien travailler avec vous, mais on se fait pas d'illusions. On sait que vous serez moins bon dans un an parce que vous aurez trop de clients et vous saurez plus apporter ce niveau de service. » C'est marrant que vous dites ça déjà. Ouais, moi ça m'interpelle à chaque fois qu'ils disent ça. C'est naturel de leur part. Ils espèrent garder ce côté un peu privilégié d'être les premiers clients d'une boîte et continuer d'avoir ce niveau de service. Mais moi, je leur dis oui, vous allez continuer à avoir ce niveau de service-là. Mais tu sais pourquoi ils disent ça aussi ? C'est parce que malheureusement, les gens ont trop l'habitude d'un service client déplorable. Tu vois. Exactement. Et nous, notre but est... Je veux dire, au quotidien, c'est vraiment notre objectif de leur démontrer que on tient nos promesses, que on a un suivi quand ils ont une demande. On va jamais fermer un ticket tant qu'il n'est pas clôturé, tant qu'on n'a pas apporté une réponse pertinente à la demande. Donc effectivement, on sent cette méfiance. À la fois, ils nous font confiance et à la fois, il y a ce côté pragmatique de... Ouais, mais ça, tu vois, c'est super parce que si déjà ils sont contents et qu'en plus vous allez réussir à aller au-delà de cette espérance qu'ils ont limitée, tu vois, il n'y a pas de raison puisque vous avez cette volonté. Du coup, ils seront d'autant plus surpris, tu vois, chaque année de se dire on est surpris, on a encore ce service client, tu vois, mais c'est un truc hyper positif, quoi. C'est ce qu'on appelle under promise, over deliver. Ouais, donc je mets des attentes relativement basses et je fais que dépasser ces attentes tout le temps et ça crée une expérience utilisateur de dingue. Est-ce que tu as lu le livre de Jonathan Lefebvre sur le service client ? L'obsession du service client, tout à fait. Ça, c'est vraiment... justement, quand on arrive chez Granit, on nous offre ce livre. Ah ok, super. Donc ça te met dans l'ambiance tout de suite de cette obsession du service, utilisateur. Cool. Je crois qu'il écoute de temps en temps le podcast, donc j'espère qu'il entendra ça et qu'il sera content. Moi, je l'ai lu très récemment aussi et j'ai trouvé ça assez extraordinaire. On n'a pas la taille encore de l'offrir à des collaborateurs, mais je trouve ça génial. Ouais. Ah c'est clair, du coup moi je l'ai lu, j'étais stagiaire dans la boîte, je venais de débarquer, c'était mes premiers pas dans ce monde du service client et ça m'a complètement retourné le cerveau et je me suis dit ok, il faut qu'on fasse un truc de dingue quoi.
Ok. Ah non, bah écoute, super. Non, mais tu vois, enfin, du coup, ça, ce que tu disais faisait vraiment écho à ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison, si vous avez cette volonté, de pas réussir à continuer à le faire. Parce que, enfin, moi, je trouve que ce qui montre bien, c'est que c'est à la base vraiment une volonté qu'ils avaient chez Capitaine Train très forte, quoi, tu vois, de vouloir offrir ce service client et de over-deliver, comme tu dis. C'est ça. Et on s'inspire beaucoup de ce qu'il dit dans ce bouquin. Nous, c'est vraiment des choses qu'on essaye de reproduire chez nous. Donc, c'est vrai que c'est un challenge. Tu posais la question, du coup, pour les prochaines années, du passage à l'échelle. Donc, nous, il y a des vrais enjeux au niveau des clients. Les réponses à ces enjeux-là sont pas que dans le no-code, c'est aussi dans les process qu'on va mettre en place, dans la manière dont on va structurer l'équipe. Donc c'est vraiment des sujets qu'on a. Et après, effectivement, au niveau des équipes, doubler la taille d'une équipe en un an, c'est ta culture aussi qui doit passer à l'échelle. S'assurer. On se pose beaucoup de questions sur nos rituels, par exemple. Parce qu'on a des rituels tous les matins, on fait un daily avec toute l'équipe, une fois par semaine, pareil, on fait un point tous ensemble. Là, dans 2 heures, je fais un Granite Talk, donc une présentation à toute l'équipe sur un sujet donné. On a plein de rituels comme ça. Les réunions avec toute l'équipe, les daily tous les matins avec toute l'équipe, ça marche quand t'es 5. Quand t'es 15, on a déjà senti qu'on avait atteint la limite de ce truc-là. Et qu'est-ce qu'on met en place pour qu'on soit toujours efficace et bien synchronisé quand on sera 30 et quand on sera 100, quoi. Ouais. Donc on se pose beaucoup de questions sur les rituels et on les fait évoluer tous les 3-6 mois pour que ça colle avec la nouvelle taille de l'équipe. Et du coup, côté un peu RH ou je sais pas du coup qui c'est qui est en charge justement de ces sujets-là, est-ce que il y a un peu justement un peu de no-code ou de process automatisé, ou je sais pas, tu vois, est-ce que du coup toi tu t'occupes pas forcément de cette partie-là, ou est-ce que tu es sollicité un peu là-dessus? Alors on n'a pas de talent personne, on n'a pas de RH en interne, okay. Donc chaque équipe est en charge de recruter les gens pour son équipe, okay. Donc par exemple moi je suis en charge de recruter les stagiaires. Aujourd'hui on recrute pas encore des CDI directement, mais je recrute les stagiaires pour l'équipe opération. On n'a pas beaucoup de sujets d'automatisation pour l'instant là-dessus. C'est un peu un questionnement que j'ai. Par exemple, le fait d'automatiser les prises de contact sur LinkedIn pour aller toucher plein de candidats, juste pour voir s'ils sont intéressés, éviter de perdre du temps à les contacter un par un. Moi, j'ai un peu du mal à faire ça. Et pour autant, quand tu es une petite boîte comme Granite, personne te connaît. Et il faut que tu ailles chercher les gens comme ça, un par un. Donc c'est éventuellement là-dessus qu'on a des petits sujets d'automatisation. D'accord. Et pour autant c'est tellement profondément humain comme process que aujourd'hui on va pas aller mettre trop de no-code dans les process RH. Pareil, la gestion au quotidien j'en sais rien, des contrats, de la paye et tout ça, je sais qu'ils utilisent Payfit ou des outils comme ça qui sont bien foutus, mais on n'est pas encore sur de l'automatisation et du passage à l'échelle des process RH. Ok. Non, après, ça, c'est une question qui viendra peut-être ou pas. Hein, ça dépend après les différentes manières d'aborder tout ça. Hein, donc, c'est intéressant aussi de voir différents modèles, quoi. Bon, on s'en reparlera dans un an, peut-être. C'est ça. Fin 2022, tu nous raconteras ça. Ça se trouve, on aura des robots et des intelligences artificielles qui feront le recrutement à notre place. J'espère pas. Ouais, non, je pense, non, t'as raison. Il y a aussi un moment, il faut aussi... tout n'est pas automatisable, tout n'est pas... il faut aussi... le côté humain est très important, quoi. Justement, le but du no-code, c'est de se libérer des choses où il n'y a pas de valeur ajoutée, de les faire par un humain. Là où le recrutement, il y a toute la valeur ajoutée réside dans le fait de faire ça avec des humains. Non, mais c'est dans le côté RH, ça peut être des choses... j'entendais dans un podcast du fondateur de Odoo, je sais plus, il parlait il disait que les RH, ils passaient, je sais plus combien, 30-35% de leur temps à juste caler les rendez-vous, en fait. Il disait ça n'a aucune valeur, quoi. Okay. Je veux dire, c'est vraiment... donc, vaut mieux arriver à trouver des bons outils. C'est pas toujours de l'automatisation, mais des outils spécialisés, des calendriers et compagnie, ou des trucs bien intégrés à ton CRM, et puis on se libérer du temps pour faire peut-être plus d'entretiens. Oui, parce que lui expliquait ça, parce qu'il recrute 125 personnes par mois, un truc comme ça, c'est juste hallucinant, quoi. Clair que c'est un autre niveau. Ouais, donc bon. Mais après, la stat qu'il donnait était générale, quoi, de toute façon.
Mais bon, ça, de toute façon, on est tous bien convaincus que à tous les niveaux, on va dire, d'une boîte, dans toutes les activités, il y a plein de choses qui peuvent se fluidifier grâce aux outils. Justement, je sais pas si tu as envie de nous parler un peu, parce que forcément, ça intéresse tout le monde toujours, dire un peu quels sont les outils que vous utilisez, dans quel contexte. Donc, on parlait d'Integromat tout à l'heure. Nous, c'est vraiment la colonne vertébrale de toutes nos automatisations. Ouais. Ça passe par Integromat. Les outils qu'on utilise, nous, on utilise Slack pour communiquer en interne. Donc, tous nos robots, à un moment ou à un autre, sont branchés à Slack pour avoir la notif qui va bien au bon moment ou le formulaire qui va bien au bon moment dans Slack. On utilise Notion. Alors, je sais jamais trop si ça rentre dans la catégorie no-code, parce qu'aujourd'hui, l'API de Notion est encore assez light. On se connecte pas beaucoup, mais par contre, on fait énormément de choses dans Notion pour toute notre documentation interne. Et ensuite, ça va être plutôt des outils métiers. Donc, par exemple, les commerciaux et nous aussi, on utilise Pipedrive pour toute la partie CRM. Donc, les commerciaux l'utilisent. Nous, on s'y met aussi pour gérer nos rappels, notre relation client, etc. On utilise Help Scout, qui est une genre de boîte mail collaborative pour la partie support. D'accord, pour gérer les tickets, les demandes. Voilà, pour gérer les demandes et les tickets. On utilise Aircall pour nos coups de fil. Et justement, ces outils-là sont bien branchés les uns avec les autres. Donc, dès qu'on a un coup de fil, ça crée un ticket dans Help Scout. Voilà pour nos outils côté commercial et Ops. Côté tech, ils utilisent plutôt GitLab, où là aussi c'est assez marrant parce que les développeurs se sont mis à utiliser Integromat pour automatiser la création de leurs tickets dans GitLab et les notifications des tickets à tester et tout ça. Voilà, j'en oublie peut-être, mais c'est vraiment les outils qu'on utilise le plus, en plus du Google Drive, Google Sheet et tout cet écosystème-là. Et par exemple, sur justement, je me souviens qui est évoqué dans le livre de Jonathan Lefebvre, comment vous constituez cette base de données, tu vois, tu parlais de Aircall avec Help Scout, cette base de données de retrouver facilement les questions, avoir les réponses centralisées. Enfin, est-ce que vous arrivez déjà un petit peu à faire ce genre de choses? Enfin, tu vois, moi, c'est même des questions que nous, on se pose aussi parce qu'on fait beaucoup de support client, forcément, chez Contournement, tu vois, et en fait, globalement, c'est moi qui réponds à toutes les questions, mais donc j'ai tout dans la tête, mais en fait, c'est un peu con, tu vois, donc j'ai commencé à mettre dans Notion un peu déjà des réponses, ne serait-ce que pour quand je suis en vacances, mais et en fait, on le fait pas du tout bien, quoi. Mais donc, je sais pas, vous, par rapport à ça... Nous, c'est une vraie problématique. On teste pas mal de choses. J'ai pas encore la réponse à cette question. S'il y a des gens qui nous entendent et qui ont trouvé la réponse à cette question, je la veux bien. Parce qu'effectivement, comme je te disais, nous, on a des stagiaires dans l'équipe opération. Il y en a qui restent, il y en a qui restent pas. Donc, il y a un peu de turnover. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'ils soient autonomes. Et j'ai pas envie d'être le goulot d'étranglement des demandes de support, ce qui a pu arriver par moment. Donc, on a la FAQ qui est tournée vers nos clients. Donc, notre but, c'est d'avoir une FAQ déjà qui soit bien alimentée et qui soit à jour. On a fait pas mal de docs dans Notion, justement, comme tu dis, pour mettre des réponses aux demandes les plus fréquentes. Sauf que ça, on se rend compte que ça marche pas toujours parce que quand t'as le nez dans le guidon, t'es en train de répondre aux demandes, tu vas pas toujours avoir le réflexe d'aller chercher la réponse dans Notion. Et après, là où ces outils-là, donc Help Scout, c'est tout à fait le même genre que Intercom ou Zendesk, qui sont un peu plus connus. C'est des outils où toute l'information est quand même bien centralisée. En tapant le mot-clé qui va bien, en général, on retrouve les anciennes demandes sur ce sujet-là. Donc en fait, l'information, elle est là. On n'est pas trop mauvais pour la taguer, pour la classifier. Là où on n'est pas très bon, c'est plutôt sur les process et les habitudes, justement, j'ai une demande et plutôt que d'aller demander à quelqu'un d'autre comment la gérer, j'ai le réflexe d'aller chercher dans les anciennes demandes s'il n'y a pas eu quelque chose de similaire. C'est toujours assez difficile parce que nous, on veut que les demandes de support soient traitées très rapidement. Encore une fois, dans cette logique d'avoir un service client de dingue. Qu'est-ce que vous mettez comme, juste par curiosité, comme objectif, quoi? On évite d'être trop carré sur ces objectifs. Non, mais bon, un peu... Notre seule métrique qu'on suit assez attentivement, c'est le premier temps de réponse. On veut que le client il ait une réponse dans les 15 minutes après sa demande. En tout cas, quand c'est entre 9h et 18h. Quoi. Donc on veut déjà que dans les 15 minutes, il sache qu'on a vu sa demande, qu'on a demandé les compléments s'il y a des compléments à demander et on est en train de la traiter. Et après, au-delà de ça, ça dépend forcément du type de demande parce qu'on est quand même sur des sujets, le BTP, c'est pas toujours simple. En plus, on a un produit qui est pas encore complètement mature, donc des fois, il y a des choses qui prennent un peu de temps. Donc voilà, j'ai pas de timing à te donner sur non, mais bon, déjà, le les traitement 15 des minutes, demandes. par exemple, c'est surtout ça qu'on essaye de suivre.
Et puis surtout, on essaye toujours de comparer le temps que ça nous prend, nous, versus le temps d'attente des clients. Par exemple, si on voit que cette semaine, le temps de traitement moyen des demandes était de 25 minutes et que le temps d'attente moyen des clients était d'1h30, c'est qu'on a été très mauvais. On a mis 3 fois plus de temps à leur répondre que le temps que ça nous prend réellement à faire. Donc ça, c'est un peu les deux métriques qu'on va suivre. Comment vous faites pour comptabiliser, je sais pas, le temps de votre côté, quoi, tu vois, que vous avez mis à... Alors là, les outils de ticketing le font automatiquement, ce qui est à la fois très pratique parce que t'as pas besoin de te poser la question de qu'est-ce que je compte pas, comment je compte, machin. Donc ils regardent juste en fonction de quand est-ce que t'as ouvert, fermé ton ticket, quand est-ce que tu l'as mis en attente, ils font les calculs qui vont bien. D'accord, ok. T'as des statuts un peu sur tes tickets. Okay. Et nous, on a aussi, parce que le ticketing support, c'est une partie de notre travail. Une autre partie de notre travail, c'est de l'intégration de données. C'est-à-dire que les clients, ils font beaucoup de choses dans Excel, ils nous envoient les fichiers Excel, il faut qu'on les restructure un peu pour être compris par nos scripts et tout ça. Donc là aussi, on a un peu de travail là-dessus. Là, on a mis en place notre outil de ticketing à nous parce que c'est tellement spécifique qu'il n'y a pas d'outil pour suivre ça. Donc, on a mis en place Airtable pour suivre nos tickets entrants de demande d'intégration. Et là, du coup, c'est nous qui avons dû mettre en place toute la logique de je prends le ticket, je me l'attribue, je le mets en cours. Si j'ai un problème, je le mets en pause pour stopper le compteur, je le repasse en cours. Et en fait, c'est hyper difficile. On s'en est rendu compte, on s'est un peu cassé les dents dessus parce que comment tu fais pour... justement pour bien compter, comment tu fais si quelqu'un a oublié son ticket un peu trop longtemps dans la mauvaise colonne, comment tu fais pour qu'il puisse rattraper le truc et que ça ne pourrisse pas les métriques de la semaine. Comment tu fais aussi, parce qu'il y a les soirées, il y a les week-ends, il y a les jours fériés, comment tu fais pour que ces trucs-là, ça pourrisse pas tes métriques non plus. C'est hyper dur. C'est là que tu es content d'avoir des outils qui le font automatiquement. Encore une fois, c'est ce qu'on disait un peu au début, quoi. C'est-à-dire des fois, tu te rends compte qu'avoir un outil bien ciblé, même si tu pensais que globalement tu allais pouvoir refaire la même chose toi-même avec Airtable ou quoi, avec un outil flexible, en fait l'outil précis, en fait il fait plus des fois que ce qu'on a l'impression, quoi. C'est ça. Et il y a le côté frustrant. Moi, parfois, nos métriques au support, je les comprends pas bien. Des fois, il y a des chiffres, je comprends pas d'où ils viennent, où je me casse la tête justement à sortir le ticket qui foire tout, juste pour avoir des métriques qui soient vraiment représentatives de ce qu'on a fait pendant la semaine. Et y a un côté frustrant de pas avoir la main là-dessus, c'est un peu opaque. Et pour autant, ça nous fait gagner tellement de temps que je suis prête à accepter cette contrainte-là. Non, j'imagine. T'as évoqué un truc qui est intéressant et dont on avait parlé un petit peu une fois. C'est ce côté, il y a des choses encore par rapport à vos clients que vous faites un peu sur mesure. Alors, tu parlais de l'intégration de données, mais je me souviens que tu m'avais dit aussi que vous utilisiez un peu des outils no-code des fois pour compléter un peu votre produit, peut-être temporairement ou quoi, pour gagner un contrat par exemple. Je sais pas si tu veux nous parler de ça. Alors effectivement, ça c'est hyper intéressant, c'est quelque chose d'un peu différent qu'on fait. Là, c'est plus nos opérations à nous, c'est celles de nos clients. On va avoir plusieurs cas de figure. Le contexte, c'est qu'on a un produit qui n'est pas complètement mature aujourd'hui. Notre but, c'est d'aller le plus vite possible pour sortir les fonctionnalités, mais il y a des choses qui manquent. Par exemple, aujourd'hui, les clients ne sont pas capables de faire des exports Excel de leurs données de l'application. Alors que nous, on les a, ces données, dans notre base de données. Ils voudraient juste un bouton exporter ma table au format Excel, ça, ils l'ont pas. Alors qu'ils ont besoin de rentrer leur facture en compta, et ils ont plein de processus qui demandent quand même d'avoir de la donnée à ce format-là. Dans ce cas, s'ils nous font remonter que c'est frictionnel pour eux et que c'est frustrant pour eux, on va être capable de mettre en place un intégromat qui va chercher la donnée dans la base de données, qui va la mettre dans un format Excel et qui va l'envoyer par mail une fois par mois. Nous, ça prend pas très longtemps à mettre en place et ça rapporte énormément de valeur à nos clients. Donc ça, on est prêt à le faire. On le facture pas. C'est vraiment juste un moyen pour nous de donner plus de valeur avec, au final, pas tellement plus d'investissement de notre part. Mais vous le faites pas par défaut pour tout le monde, quoi. On le fait pas du tout par défaut pour tout le monde. On est en train d'essayer de structurer quand même une genre de bibliothèque d'export que tout le monde demande. Donc notamment ces exports Excel de factures, on doit être à un stade où on doit avoir entre 5 et 10 clients pour qui on l'a mis en place. D'accord. Donc on cherche quand même à faire des choses qui sont reproductibles. Ouais. Et ça a deux avantages. Ça a d'une part l'avantage de débloquer le client, ça évite des frictions, c'est génial pour le client. Et aussi, nous, on sait que le jour où on veut le développer, on a déjà creusé le besoin, on a déjà compris ce qui marchait et ce qui marchait pas. Ouais, voire vous l'avez même
réalisé, prototypé, on va dire, en no-code. C'est ça, le POC. Les développeurs, ils ont que, c'est pas que, mais à regarder finalement comment c'est fait et puis le développer en interne. Voilà. Donc peut-être qu'ils feront pas les mêmes choix techniques que nous. Eux, ils ont une culture technique quand même bien meilleure que nous, donc ils font pas les mêmes arbitrages que nous, mais au moins, point de vue produit, le besoin il est défini et on a un début de solution et on sait que ça marche, ou au contraire, on sait que ça marche pas. Il y a quand même un cadrage, quoi. Au lieu de se jeter et de se dire un product manager qui va essayer de spécifier un besoin qu'il a imaginé, là c'est quand même validé, quoi. Exactement. Et donc là, l'exemple que je donnais, c'est quelque chose de très basique. Des exports Excel, c'est vraiment très simple à mettre en place. Et là où c'est intéressant, c'est qu'on a certains clients qui nous demandent quand même d'aller beaucoup plus loin. Ce qui se passe, c'est que aujourd'hui, on a 2 briques dans Granit. On a une brique pour gérer la facturation, c'est-à-dire comment je crée mes factures sur mes chantiers, et une brique pour gérer les devis. Donc comment je chiffre et comment je génère mes devis. Et bien sûr, ces 2 briques se parlent. Aujourd'hui, ce qui manque, c'est la partie gestion des dépenses. C'est-à-dire, je sais combien je facture sur mes chantiers, je sais combien j'ai chiffré, mais je sais pas combien j'ai dépensé, donc je suis incapable de savoir si je gagne de l'argent ou pas sur mon chantier. Okay. Or, c'est quand même la base de tout entrepreneur du BTP, de savoir s'il est en train de gagner ou de perdre de l'argent. Ça paraît débile, mais il y a plein d'entrepreneurs qui en fait font des chantiers à perte parce que ils ont pas suivi là. Donc nous, bien sûr, cette partie gestion des dépenses, on a prévu de l'attaquer l'année prochaine. Pour autant, on a aujourd'hui des clients qui nous disent, des prospects qui nous disent votre outil il est super intéressant, on a très envie de s'en servir, mais si vous gérez pas les dépenses, pour nous, ça va pas être possible, quoi. Nous, on s'arrête pas à là. On a envie de les signer, ces clients, on a envie de bosser avec eux. On sait qu'on va gérer les dépenses dans 6 mois ou dans 1 an. Même plutôt dans 6 mois, je pense. Et donc, on n'hésite pas à mettre en place du Airtable, par exemple, qui se synchronise un peu avec Granit pour croiser un peu les données. Et c'est pas très compliqué, en fait. Ils ont des besoins assez simples d'aller pointer des factures, pointer des dépenses. Donc, on met ce genre d'outils en place. Là encore, c'est vraiment à la demande. Là, on a un vrai travail d'investigation. On se lance pas tête baissée parce que c'est quand même des choses un peu plus conséquentes. Donc, on essaye de vraiment bien cadrer le besoin, de se mettre des limites dans les personnalisations et de pas aller accepter tout ce que demande le client. Donc, c'est assez intéressant parce que je me retrouve un peu dans une position de prestataire vis-à-vis de ces clients. Là encore, aujourd'hui, c'est pas des choses qu'on facture en plus, mais j'ai quand même cette position-là de conseiller le client dans les outils à utiliser, de l'aider à les mettre en place, de l'aider à les prendre en main. Encore une fois, ça te permet, toi, de bien comprendre le besoin, de le mettre en place et puis voir après si ça doit être industrialisé, intégré au produit, etc. Il y a toujours ce bénéfice. Et j'imagine que c'est aussi un investissement dans le sens où ça vous permet peut-être de garder un client content, voire de le garder tout court, quoi. C'est ça. Aujourd'hui, d'un point de vue purement financier, si tu mets d'un côté le temps qu'on y passe en opération à mettre en place ces outils versus ce que nous rapportent les abonnements, je pense qu'on n'est pas très rentable là-dessus. Mais on le fait vraiment parce qu'on est une boîte qui est en train de se construire. Ça nous permet de faire rentrer des clients qui peut-être vont passer des années avec nous. Donc à ce moment-là, ton retour sur investissement, il est là. Et effectivement, c'est un énorme travail d'investigation et de compréhension du besoin qu'on fait en amont. Donc nous, on le fait pas de manière systématique. On se pose toujours la question de est-ce qu'on a envie de le faire, est-ce qu'on a le temps, parce que si on le fait bien. Par contre, si on se rend compte que on a la bande passante pour le faire, que en fait ce besoin-là, c'est un truc qu'on va faire dans 6 mois et que ça vaut le coup de commencer à se poser dessus maintenant. À ce moment-là, on n'hésite pas à faire ce genre de prestations. Aussi qu'on avait parlé un peu des coûts, par exemple, je sais pas, à un moment, tu t'imaginais, quand tu te posais la question, tu disais par exemple un outil comme Stacker ou un truc comme ça pour créer un front, pour un client, mais du coup, le coût de Stacker qui est quand même assez élevé, par exemple, pour vous, c'était pas rentable, quoi. Juste au-delà, déjà, tu disais le temps passé, c'est en réalité, je pense, le plus grand coût, mais même juste sur ça, si vous payez ça pour un client, en fait, ça, par rapport au prix de l'abonnement, ça s'équivalait pas, quoi. C'est ça. Nous, on est sur un format d'abonnement mensuel. Les outils no-code sont sur un format d'abonnement mensuel. Donc, c'est bête et méchant. Tu prends le prix de ton abonnement de no-code et tu le déduis de l'abonnement que tu vas toucher de la part de ton client.
c'est vrai que certains outils no-code sont assez chers du coup, et il y a toujours des choix à faire. Si tu sais que tu vas pouvoir l'utiliser pour 5 clients différents, oui, ça vaut le coup. Si c'est juste pour un besoin à un instant T, on est nos codeurs, on est des brouillards, on va plutôt chercher, comme tu dis, à économiser 5 € en passant 2 heures à coder ça, à no-coder ça. Là, c'est rationnel, quoi. Je veux dire, à un moment, c'est clair que... C'est des choix qu'on fait. Je trouve que ça, c'est vraiment des choix que font les outils no-code. Je vois Softer, par exemple, c'est un outil qui m'intéressait énormément ces derniers mois. Je le trouve génial, cet outil. Ils ont changé leurs tarifs récemment et on sent que c'est un tarif assez élevé. Je trouve que ça s'adresse à des gens qui vont faire de l'argent grâce aux applications qu'ils vont faire sur Softer, ce qui est vraiment, c'est un besoin du marché. Mais du coup, on sent qu'ils s'orientent vers ces profils-là et que nous, ça devient... Enfin, je veux dire... Nous, il faudrait qu'on passe sur un abonnement à quasiment 100 € par mois pour faire ce qu'on veut avec Softer. Non, ça représente, je sais pas, la moitié d'un abonnement de clients. Ça vaut pas le coup, quoi. Oui, non, c'est clair. Et puis, si t'as un nombre limité de sites, je me souviens plus, je suis pas allé voir leur pricing récemment, mais tu peux faire quand même un certain nombre de sites, il me semble, avec leur abonnement, mais pas non plus une infinité, quoi. Exactement. Mais c'est un peu moins pire que, je sais pas, par exemple, Stacker, tu payes par projet. Voilà. En plus, tu payes un truc élevé, quoi. Mais non, clairement, tu vois, moi c'est vrai que c'est un peu chiant parce que du coup, il y a une convergence de tous ces outils un peu vers les mêmes prix, quoi. C'est-à-dire, il y en a un qui met un peu le prix. Je sais pas qui c'est peut-être Stacker, c'est un peu les premiers sur ce marché. Ils mettent un peu le prix. Donc, du coup, là, j'ai découvert un outil que j'ai trouvé très intéressant qui s'appelle Noloco. Je sais pas si tu l'as déjà eu. Non. Franchement, c'est un peu un copycat de Stacker, mais plus simplifié, mais du coup, plus accessible en termes d'UI et tout. Enfin, du X plutôt. Mais en fait, c'est exactement les mêmes prix, quoi. Alors que les mecs, ils sont deux. En plus, sur leur site, ils en parlent bien, que c'est une toute petite équipe et tout. Tu vois, je sais pas, essayez de faire un peu moins cher. Tu vois, essayez de vous démarquer. C'est littéralement les mêmes prix, quoi. Leur pricing est un peu plus simple et un peu, tu vois, mais bon. Et c'est vrai que du coup, le positionnement, je trouve, de ces outils, il est soit, toi, t'es freelance, enfin, t'es consultant, tu vois, et t'accompagnes une boîte, et donc, du coup, tu vas intégrer ça dans ton prix, en fait, dans le run, comme on dit, enfin, de ton projet, et puis le client, en fait, il va te payer, mais en réalité, il va payer tous les mois ce que toi, tu paierais, quoi. Par exemple, c'est une manière de faire. Ou alors, c'est des entreprises qui vont payer directement parce qu'elles utilisent l'outil et elles ont un gain suffisant. Tu vois, là où, tu vois, je comprends que pour vous, par exemple, 50 ou 100 ou 150 $, même Stacker, ça jusque-là, c'est beaucoup, parce que c'est à mettre en perspective. Une entreprise à qui ça économise beaucoup de temps, 150 $, c'est rien en réalité, quoi. Tu vois, pour se faire une plateforme qui va être la plateforme utilisée par une centaine de collaborateurs, tu vois, c'est vraiment très intéressant, ces trucs de pricing. On est vraiment au début de cette vague no-code, donc on sent aussi tout le monde qui se positionne, qui se regarde un peu, qui essaye de choisir ses prix, de se placer. C'est assez concurrentiel, donc ils ont tous envie de tirer leur épingle du jeu, quoi. Mais tu vois, c'est marrant parce que ce côté concurrentiel, pour l'instant, comme on est au début et qu'il n'y a pas encore énormément de clients, etc., ils essayent tous de se placer le plus haut possible, quoi. Parce qu'après, ils vont devoir descendre, à mon avis. Et puis, il y a d'autres acteurs qui arriveront, qui prendront un peu par le bas, quoi. Mais tu vois, un peu comme, toute proportion gardée, mais sur les outils de landing page, t'as un Doric qui arrive avec, je sais pas, c'est combien, 100 € par an ou un truc comme ça, et tu peux faire autant de sites que tu veux. Enfin, alors que tu as des outils où tu vas payer 15 $ par mois pour un site, quoi. T'as une espèce de truc comme ça, ou alors que... Mais bon, c'est la question du pricing, on en parle régulièrement dans la communauté, c'est toujours intéressant, mais c'est intéressant, je trouve, là, dans votre contexte, tu vois, d'évaluer ça aussi, quoi. Et c'est intéressant à la fois de s'intéresser au pricing de ces outils et aussi à notre pricing à nous. Nous, on se pose toujours la question, est-ce qu'il faudrait qu'on facture ces prestations-là ou pas ? Il y a même Jean-Gabriel, le CEO, à un moment qui disait que le fait de faire payer une prestation, c'est aussi ça qui donne l'impression de professionnalisme, enfin qui donne l'impression, qui appuie ton professionnalisme, où en fait... si tu les fais pas payer, ils ont l'impression que tu fais du bricolage avec des outils no-code. Si tu les fais payer, ils se rendent compte de la puissance du truc et que tu es vraiment en train de dépenser de l'énergie et de mettre en place des outils qui vont marcher pour eux. Donc, je trouve cette question du pricing, moi, c'est pas trop dans mon ADN, toutes ces questions d'argent. Et pour autant, on peut pas s'en séparer parce que faut qu'on tienne la route aussi, quoi. Ouais, bien sûr. Après, c'est là où les levées de fonds permettent d'avoir une vision un peu à long terme et justement... intégré, parce que quand même, ce qu'on comprend de ce que tu dis, c'est quand même, de toute façon, la vision à terme, c'est qu'il n'y ait plus ce besoin de ce genre d'accompagnement un peu à côté. Enfin, je suppose, en tout cas, sur le fait de mettre des petits outils en plus, tout doit être intégré dans la plateforme à terme, quoi. C'est ça, nous, c'est vraiment de l'investissement qu'on fait aujourd'hui. À moins que, après, parce que quand même, ce que tu évoquais, c'est qu'il y a aussi
la valeur du conseil, quand tu dis, tu vois, les investigations que vous faites pour aller chez le client, ça finalement c'est une activité de conseil quasiment, quoi. C'est clair, on connaît bien leur métier et on connaît le côté technique de tous ces outils-là. Je pense que ça va toujours rester un peu dans notre manière de faire, de se positionner aussi comme des experts sur nos sujets et de donner du conseil aux clients. Assez vite, on va se poser la question de s'interfacer à d'autres outils. Faudra, je veux dire, les gens du BTP, ils savent pas forcément aller connecter des API entre elles. Ce sera à nous de faire ça bien pour que ces outils-là deviennent accessibles à nos clients, peu importe leur niveau, quoi. Ouais. Mais tu vois, moi j'ai vu pas mal dans des contextes comme ça très ciblés, des domaines très pro, tu vois, du BTP par exemple. Il y a beaucoup d'éditeurs un peu ancienne génération, tu vois, qui font des produits sur l'étagère, des logiciels un peu, et où ils font facturer, tu vois, En fait, je pense que ça existe plus beaucoup, tu vois, c'est pas du tout dans votre logique à vous, tu vois, de SaaS, tu vois, un peu nouvelle génération, mais où souvent c'est déjà des produits qui sont très chers, des abonnements qui sont très chers, t'as des armées de sales qui vont aller essayer de les vendre à des grosses entreprises, c'est des gros contrats, et dès qu'il y a une fonctionnalité qui manque, en fait, ils la font payer, quoi. C'est du développement custom, et du coup, qu'ils intègrent à leurs produits, mais le font payer à un client. Tu vois, et c'est un truc comme ça. Et donc, en fait, eux, limite, ils s'en foutent. Tu vois, c'est-à-dire que toi, si tu viens avec... C'est le truc des API qui m'a fait penser à ça, parce que j'avais fait une mission chez De Richebourg où il y avait eu ce sujet-là, tu vois, de développement d'interface. Ils avaient déjà plein d'outils qu'ils utilisaient. Les trucs, ça n'avait pas communiqué entre eux, quoi. Parce qu'il n'y en avait aucun qui avait des API REST. Enfin, on peut pas trop rentrer dans la technique, mais ils utilisaient que des trucs de communication hyper à l'ancienne, et donc fallait payer en fait pour les développer, et c'est ce qu'ils ont fait. Sauf que l'éditeur après, tu vois, il avait son API REST qui était payé par un client, et puis il l'avait pour les autres clients, quoi. Mais ça pose un peu deux problèmes. C'est que du coup, déjà, ton produit, il y a un moment où il n'a plus aucun sens. Enfin, on voit sur ces outils un peu legacy, c'est un peu à l'ancienne, où il y a un client un jour qui a payé assez cher pour mettre un gros bouton rouge en haut à droite. Maintenant, ça n'a aucune logique d'un point de vue design, d'un point de vue UX. Et ce gros bouton rouge, il est là pour tout le monde. Donc ça, c'est un problème. Et l'autre souci, j'ai parlé, j'entendais une boîte il y a pas longtemps qui expliquait que donc eux ils faisaient pas de levée de fonds, donc ils avaient besoin que les clients payent pour développer leur application. Et en fait, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils avaient une roadmap. Enfin, ils avaient toutes les fonctionnalités qu'ils avaient prévu d'ajouter à leur application. Et en fait, la priorisation de la roadmap, c'était pas une personne spécialisée en produits qui la faisait. La priorisation de la roadmap, elle se faisait en fonction des chèques que faisaient les clients. Ouais. Donc, le client qui veut prioriser ta fonctionnalité numéro 25, il va la faire passer devant tout le monde. Ouais, et donc, bien sûr. t'as aussi une espèce de logique produit qui se tient plus tout à fait, quoi. Ouais. Mais en même temps, je comprends très bien, lever des fonds, c'est pas accessible pour tout le monde. Bien sûr, ouais. C'est pas du tout les mêmes logiques d'entreprise. Donc je comprends ceux qui font ça, mais je pense que nous, on a un ADN produit qui est très fort dans la boîte, et bien donc sûr, ça nous viendrait pas l'idée. Puis je pense que c'est quand même quand tu as une vision vraiment d'un produit, tu vois. Tu dois écouter, évidemment, on a parlé plein de fois dans ce podcast, tu t'écoutes tes utilisateurs, mais ça doit pas être eux non plus qui guident ta roadmap, quoi. Pas toujours, enfin, il y a aussi une vision, des fois tu as un parti pris, t'y crois, parce que les utilisateurs, ils savent pas tout, quoi. Enfin, tu vois, des fois, ils te donnent du feedback, mais des fois, il faut leur proposer quelque chose, avoir une vision et pas attendre qu'ils te le demandent. Et moi, je pense que très sincèrement, et effectivement, comme tu as dit, c'est pas accessible à tout le monde de lever des fonds, mais malheureusement, je pense que souvent, tes clients, quand tu es dans ce contexte-là, tu vois, il y a aussi le contexte des gens qui développent un produit, mais qui, à côté, font un peu de l'agence pour accompagner la mise en œuvre du produit. En fait, le produit ne se développe jamais assez vite, quoi. Tu vois, tu as un truc... Et les priorités que tu as envie de mettre et les ressources que tu as aussi à disposition. Mais tu es toujours, en général, avec le côté agence qui dégage des très faibles marges, tu es en train de courir, c'est ça qui paye tes salaires. Et à côté, tu fais à peine de R&D pour développer ton produit, tu fais un peu. Mais franchement, l'épisode de Génération Do It Yourself sur je sais plus comment il s'appelle, Fabien Pinkers, un truc comme ça, le CEO de Odoo, était hyper intéressant. Odoo, c'est une grosse plateforme CRM à la fin qui fait plein de trucs, quoi. Et ils ont fait ce pivot, tu vois. Pendant des années, ils étaient comme ça en mode agence. Et en fait, à un moment, le mec, il a failli faire faillite 3 fois, tu vois. Quand c'était comme ça, c'était vraiment... Et à un moment, il s'est dit non, on arrête. Ils ont levé des fonds. Ils ont fait un pivot, c'est devenu un produit. En un an, ils étaient rentables. Et maintenant, ça vaut 2 milliards, quoi. Je sais plus, c'est un truc incroyable. Mais franchement, c'est passionnant, quoi. Et le mec, là, sa vision, il est passionné. Bon, c'est un peu un forçat du travail. Toute sa vie est dédiée à son produit.
Mais voilà, tu vois, c'est là une vision. Franchement, j'ai trouvé ça vraiment intéressant et ça m'a vraiment convaincu. Enfin, je le pensais déjà un peu, mais ouais, à un moment, tu peux pas faire les deux, quoi. Je pense que tu peux pas vraiment faire du conseil, de la prestation et développer un produit. Enfin, mais bon, c'est un luxe hein, après de dire ça. Je comprends aussi les gens qui. C'est hyper louable hein, d'arriver à se lancer sans lever des fonds aussi, quoi. Mais C'est ça, c'est vraiment des logiques business qui sont pas les mêmes, des objectifs qui sont pas les mêmes non plus. Mais ouais. Ouais, non, c'est après, on choisit pas toujours. Mais je pense qu'il vaut mieux. Enfin, moi, en tout cas, ma philosophie, ça serait plutôt, je préfère me planter et avoir essayé de faire ma vision. Enfin, parce qu'on a dit, tu vois, ou plutôt que de faire un truc qui survit, qui vivote pendant des années, tu vois, mais bon, après, chacun fait ses choix, quoi. Mais enfin, voilà, en tout cas, c'était très intéressant d'avoir un peu, justement, toute cette vision-là de ce que vous faites chez Granit. On arrive sur la fin. Une dernière petite question, peut-être un peu, est-ce que tu as parlé un peu de documentation tout à l'heure? Est-ce que vous documentez aussi un peu publiquement ce que vous faites? Enfin, tu vois, où est-ce qu'on peut suivre un petit peu là ce que tu évoques? Pour l'instant, c'est entre vous. Alors sur la partie no-code, nous, faut déjà qu'on soit meilleur pour documenter en interne ce qu'on fait. J'ai envie de mettre en place un peu de structurer un peu plus le no-code parce que ça peut vite partir un peu dans tous les sens. Donc on parlait tout à l'heure des challenges qu'on va avoir quand l'équipe va doubler, tripler dans les années qui viennent. Je veux dire, nous, le no-code, c'est un tout petit sujet parmi d'autres dans nos métiers et j'aimerais bien structurer ça et aussi voir auprès de la communauté no-code France quelles sont les bonnes pratiques à mettre en place, quelles sont les grandes règles à mettre en place, etc. J'ai vraiment envie de faire ça, mais c'est pas encore fait. Tu vois, c'est intéressant parce que je pense que personne n'a vraiment de réponse à ça. Et tu vois, et c'est chacun va alimenter, tu vois, le truc, faut un peu se jeter à l'eau. Enfin, ça prend du temps, hein, mais moi je pense qu'il y a plein de choses que vous pourriez partager. Tu vois, déjà, bon, bah là, tu vois, c'est un premier, une heure comme ça, un petit peu déjà de documentation, mais partager des choses parce que ces grands principes, tu vois, ces bonnes pratiques, en fait, on va arriver à les faire en commun, quoi, à mon avis. C'est clair. Chacun en partageant, et puis de toute façon, il n'y aura jamais de doctrine, à mon avis. Absolu, mais c'est un vrai sujet parce que cette question elle revient très souvent en fait, hein. Tu la vois des fois sur le Slack, gens ils disent ouais, comment je peux faire pour documenter mon automatisation. Moi j'aimerais bien même qu'un jour il y ait un outil qui permette de faire ça, quoi. Tu vois, je sais pas comment faire, mais nous on a mis des choses en place dans Notion. Dès que tu mets en place un bot dans Integromat, tu fais la documentation associée dans Notion. On voit bien que on n'a pas encore craqué le truc parfait évident, qui fait que... déjà ça. Parce qu'en fait, ton bot, quand tu le mets à jour, tu oublies toujours de mettre à jour la doc et du coup, elle est très très vite obsolète. Donc aujourd'hui, c'est pas encore structuré. On n'a pas non plus ce besoin-là parce qu'avec 15 personnes, on se parle tous. On n'a pas besoin d'aller écrire des grands principes dans des pages Notion. Par contre, je pense que ce serait intéressant aussi bien pour la boîte que pour la communauté que vous avez construite. Et maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait de toutes ces personnes-là qui sont rassemblées. Je pense qu'il y a vraiment des chouettes choses à faire et j'espère pouvoir partager ça dans les mois qui viennent. Bah ouais, non, mais écoute, carrément, hein, de toute façon, on n'en a pas encore beaucoup parlé, mais on est en train de structurer l'association qui va porter un peu la communauté, et il y a plus ou moins une guilde, comme on a décidé d'appeler ça, qui sera un peu dédiée à ce sujet-là, quoi. Un peu du no-code un peu professionnel, et la documentation, pour moi, ça fait complètement partie de ça. Donc, on va pouvoir animer un peu ces discussions, produire des choses, les partager, et puis que tout ça soit vraiment communautaire, quoi. Parce qu'à mon avis, comme j'ai dit, hein, personne n'a la réponse. Par contre, tout le monde a un petit bout de la réponse. Exactement. Et à mon avis, collectivement, on peut faire des choses assez chouettes. Donc, c'est très cool, et j'espère que d'autres gens auront aussi cette motivation que tu viens d'évoquer. Bah écoute, merci beaucoup. Je pense que est-ce que j'ai oublié de te demander quelque chose? Je pense pas. C'était très intéressant. On a évoqué plein de trucs. Merci beaucoup. Donc tu es sur le Slack évidemment, donc on pourra continuer les discussions si les gens ont des questions à poser, des réactions par rapport à tout ce qu'on s'est dit. Où est-ce qu'on peut te suivre sinon à titre personnel? Donc effectivement Slack c'est le meilleur endroit où me trouver. LinkedIn aussi, je pense aussi au LinkedIn de Granit où on partage quand même plein de choses sur ce qu'on fait. On recrute aussi beaucoup. Donc, c'est important de le dire. Hein, donc je lâche ça. S'il y a des gens qui nous écoutent, on recrute dans tous les domaines, en dev, en sales, en ops. Voilà. Il y a plein de beaux challenges à relever dans l'année qui vient. Donc voilà, globalement, LinkedIn et Slack, c'est les meilleurs endroits où me retrouver. Ok, super. Bah écoute, merci. Et puis on va suivre avec attention tout ça. À bientôt. À bientôt. Salut.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Ça fait plaisir, franchement, j'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai trouvé ça passionnant, inattendu aussi. J'avoue je pensais qu'on était peut-être dans un cadre d'Ops plus classique. Je pensais pas que c'était autant appliqué au service client, voire même à essayer d'un peu gagner des clients grâce à pouvoir faire des petites choses complémentaires, prototyper, etc. Donc c'était hyper intéressant. Vraiment merci Lorraine. Voilà, vous aurez l'occasion de la croiser peut-être à un prochain apéro, n'hésitez pas à lui parler de ça. S'il y a des choses, si vous n'êtes pas encore formé aux outils no-code, évidemment, vous le savez, on propose plein d'outils de formation aux outils no-code chez Contournement. Vous pouvez les faire financer d'ailleurs, un CPF, etc. Et puis, moi je vous dis à la semaine prochaine. Alors là, au moment où on publie cet épisode, nous sommes fin décembre. Et donc la semaine prochaine, avant les fêtes, j'ai essayé de vous faire un petit cadeau et de publier 4 épisodes d'un coup. 4 passionnants, très différents, des éditeurs d'outils, des consultants d'informatique, des entrepreneurs, des entrepreneuses. Vous allez voir, ça va être très très intéressant. C'est mon petit cadeau de Noël. Voilà, et vous pourrez vous délecter de tout ça pendant les vacances, pendant les fêtes. Vous n'êtes pas obligé aussi de faire du no-code et penser au no-code pendant les fêtes, mais voilà, si vous avez un peu de temps pendant les transports, pendant les voyages, vous aurez ça pour vous accompagner. Moi, je ferai un petit break. Je vais partir en voyage, je vais enregistrer peut-être des podcasts en anglais, mais ça, je vous en reparlerai. Et puis, on se retrouvera fin janvier. Mais bon, d'ici là, vous inquiétez pas, il y a 4 épisodes. Bonne semaine et on se retrouve bientôt.